T'en as un qui crie Oh Pires, ici t'es pas à Metz, t'as intérêt à te bouger le c***. Ouais. Où il a été fort, même très fort, Aimé Jacquet, c'est que en fait, il s'occupait pas des titulaires, il s'occupait beaucoup des remplaçants. Pourquoi est-ce que ça se casse la gueule derrière? Par rapport à un élément, à un joueur qui nous quitte, Laurent Blanc. On a pratiquement explosé en plein vol, quoi. J'étais tellement proche de signer à Madrid que j'avais fait la photo avec le maillot et il me l'avait collé dans le journal AS. Je pense que je suis meilleur que Beckham. Je ne suis pas marketing parce qu'à la base, je suis un footballeur professionnel. Salut tout le monde, c'est parti pour un nouvel épisode de Call Interview. Seulement la partie 1 avec Robert Pires parce qu'il y avait tellement à dire, tellement à partager qu'on a décidé de faire 2 épisodes parce que Robert il a une carrière de dingue. Avant qu'on commence, je vous demande comme d'habitude, on s'abonne, on soutient le projet Call Interview parce que sans vous, on ne peut pas aller chercher des noms de légendes comme Robert Pires aujourd'hui. C'est parti. Robert, comment tu vas? Écoute, Colin, je vais très bien, je te remercie. Et toi? Au top. Je vis un rêve de gosse, donc je suis au top là, tu vois. Depuis ce matin, j'ai les yeux comme ça. Merci, c'est gentil. Bon, déjà, on va replacer un petit peu l'actu parce que c'est important de savoir où t'en es, toi, de ton côté. C'est quoi l'activité? Toujours consultant, toujours en lien avec le foot ou on compte arrêter bientôt? Écoute, toujours consultant pour Canal+, Ouais. où je fais plus spécialement la Première Ligue et de temps en temps la Champions League. En plus, ce qui est top, c'est que Canal a de nouveau les droits jusqu'en 2027. Ça, c'est pour nous les consultants, c'est une très très bonne nouvelle et aussi pour les abonnés. Ensuite, je suis ambassadeur du club d'Arsenal. Ambassadeur de plusieurs marques aussi, donc beaucoup d'activités, beaucoup de voyages. On va parler assez brièvement de Metz parce que je pouvais pas le mettre de côté dans l'histoire parce que c'est tellement important ton passage à Metz. Tu arrives à Metz en provenance du Stade de Reims, toute ton aventure au FC Metz. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais elle se fait sous les ordres de Joël Muller principalement. Avant Joël Muller, il y a eu un entraîneur important pour moi qui m'a fait jouer et qui justement m'a fait changer de poste. C'est Philippe Hinsberger. C'est lui qui te met sur le côté? Ouais, je ne sais pas pourquoi. Si tu veux, je te fais rapide. J'ai été formé en tant que meneur de jeu au Stade de Reims et ensuite avec le FC Metz. Et un jour, il me dit, écoute, vu la vitesse que tu as, vu cette conduite de balle avec le ballon, je suis sûr que tu peux être performant sur le côté gauche. Et j'avais jamais joué côté gauche. En plus, c'est côté pied, on va dire, faible. Donc, c'est pas si évident que ça. Et donc, il m'a mis là, il m'a formé un petit peu comme ça. J'ai joué. Et après, c'est Joël Muller qui, me voyant jouer sur le côté gauche, m'a fait débuter côté gauche. Tu le fais sans hésiter, toi, le changement de poste? Tu as besoin d'être convaincu ou pas? Je le fais sans problème parce que, en fait, ça me permet d'être un peu plus polyvalent et puis de travailler autre chose que le fait d'être derrière l'attaquant et d'être un peu le maestro de l'équipe. Donc, ça me permet de travailler d'autres qualités que j'avais, mais que j'ai pu perfectionner grâce à ça, justement. Philippe Hinsberger, Joël Muller m'ont fait confiance et surtout, ils m'ont fait jouer. Bon, je ne sais pas si on en parlera, mais j'avais cette possibilité de partir déjà jeune à l'étranger, à la Juve ou au Benfica. Et j'ai dit au président Carlo Minari, non, moi, je veux jouer. Ça, c'est ce que je veux et c'est ce que je demande et c'est ce que j'ai eu. Alors, il y a la première saison où tu fais un peu moins de matchs et on sent qu'il y a une présentation au monde pro, on sent qu'il y a une introduction un peu, tu vois, qui est plutôt logique. Mais derrière, déjà, les stats par rapport au nombre de matchs, elles sont loin d'être ridicules. Mais surtout, dès la saison d'après, on atteint un rythme de croisière qui te quitte presque pas. Alors après, tu pètes Arsenal, mais qui te quitte pas, que ce soit à Marseille après ou autre. Tu as toujours ce rythme de nombre de passes décisives, de nombre de buts. Est-ce que tu fais partie de ces joueurs qui étaient mieux plus le niveau était élevé? C'est au fur et à mesure de ce que tu fais à l'entraînement et puis des matchs et de la compétition qui t'amènent à atteindre, si tu veux, un certain niveau. Mais pour ça, il faut, en fait, si tu veux, Colin, pour ça, il y a pas de secret. Il faut jouer. Il faut qu'on te fasse confiance. Il faut que les joueurs autour de toi te fassent confiance. Et puis surtout, crois en toi. Et donc, si tu veux, sur les années Messine, c'est ce qui s'est passé. Et puis après, si tu veux, quand tu joues, quand tu enchaînes, tu essayes de faire parler tes qualités. Moi, je me revendique plus en tant que passeur. J'ai pas voulu vraiment être un buteur. Après, bien sûr, de marquer, j'ai toujours été content, ça fait toujours plaisir, mais j'avais peut-être plus de joie quand je faisais marquer mon coéquipier. Ouais. Après, le but venait parce que bon, j'étais là, j'étais bien placé. Parfois, j'avais plus qu'à la pousser. T'avais plus qu'à la pousser. Je me suis refait tes vidéos. Il y en a où il y a un peu plus que juste la pousser, mais on y reviendra. Oui, je plaisante. Alors, tu as mentionné ces possibilités de départ.
notamment à la Juve. Comment ça se fait exactement la réflexion? Parce que forcément, quand on voit des grands noms de clubs comme ça qui nous approchent, on a tendance à dire dans le foot, le train passe qu'une fois, faut pas le manquer. Toi, tu refuses ces opportunités. Est-ce qu'il y a un échange direct avec eux par rapport au projet qu'il y a autour de toi, l'utilisation qu'ils veulent avoir, qu'ils veulent avoir autour de toi? Comment ça se passe l'échange? En fait, si tu veux, Colin, le seul intermédiaire entre, par exemple, la Juve et moi, c'est Carlo Molinari. Okay. Qui à l'époque était le président du FC Metz. Donc, il m'a dit, écoute, il y a un intérêt assez fort de ce club, ils te veulent. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision. Et moi, je lui dis, OK, moi, je suis content, je suis flatté, justement, parce que on parle de la Juve, c'est pas n'importe quel club. Ouais. Mais je lui ai répondu au président Carlo Molinari que moi, mon ambition, c'était de jouer. Alors, c'est bien beau de partir à la Juve, mais si c'est pour me retrouver sur le banc, j'ai pas envie. J'ai décidé de faire le choix de rester à Metz, tout simplement. Ça nous emmène au mondial. Tu fais tes saisons, si je dis pas de bêtises, c'est 93, donc du coup, ça te fait 5 ans avant le mondial. Alors, parle-moi de ce rapport à l'équipe de France, parce que j'ai lu dans une interview où tu dis que tu t'attendais pas du tout à faire partie de ce groupe-là. Alors, je vais essayer d'être rapide. Comment je le vis? Déjà plutôt bien, parce qu'Aimé Jacquet, il a décidé en 96 de m'appeler pour la première fois, août 96. Mais avant ça, si tu veux, l'équipe de France, pour moi, c'était, comment je vais te dire, c'était inaccessible. Alors, bien évidemment, j'ai été appelé une trentaine de fois chez les Espoirs avec Domenech, mais je sais très bien qu'entre les Espoirs et les A, il y a une marge qui est très, très haute. Offensivement, l'équipe de France, elle est armée. Tu vois, en plus, on parlait de Ginola, Cantona, Papin, Djorkaeff. Bon, il y a Zizou qui arrivait, qui pointait le bout de son nez. Donc, pour moi, c'était compliqué, quoi. Et puis, après les JO de 96 avec l'équipe de France, où on a été éliminé en quart de finale par le Portugal, Aimé Jacquet décide de m'appeler. Et là, l'aventure, elle commence parce qu'on est en 96 et je me dis, dans 2 ans, il y a la Coupe du Monde à domicile. Donc à moi d'être bon et d'être performant. Et c'est pour ça que, encore une fois, à ce moment-là, je suis très content d'être resté au FC Metz. Mais en fait, j'ai peut-être des qualités, j'ai un certain talent qui peut me permettre d'aider l'équipe de France. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, hein. Mais disons qu'Aimé Jacquet est très calculateur et il sait ce qu'il fait et surtout il sait où il va. Bon, 98, ça a marqué l'histoire du peuple français parce que au-delà du foot, un peu, ouais. au-delà du foot, il y a un sens en termes social, en termes de population qui fait que ça a marqué, je pense, beaucoup plus que 2018, l'histoire du peuple français. Mais on a souvent parlé de Zizou, on a souvent parlé des titulaires, du 11 titulaire, mais il y avait quand même un groupe de remplaçants qui est toujours dit comme étant hyper important dans ce genre de tournoi. Toi, le ressenti que tu as pendant tout le long de cette compétition, est-ce que tu te sens impliqué? Est-ce que tu sens que tu es là pour faire vivre un groupe? Ou est-ce que tu sens que tu es un peu un titulaire parmi des titulaires, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y avait vraiment des titulaires dans le discours du coach et dans l'animation du groupe? Bien sûr qu'il avait déjà son ossature, il avait son équipe, Aimé Jacquet, mais bien sûr, mais il nous l'a dit. Il a toujours employé un mot qui a été important et c'est là où on a tous compris ce que ça voulait dire, c'est la hiérarchie. Il nous l'a dit dès le départ. Il a construit son équipe avec quelquefois un ou petit changement, réajustement, où il a été fort, même très fort, Aimé Jacquet, c'est que en fait, il ne s'occupait pas des titulaires. Il s'occupait beaucoup des remplaçants. Pourquoi? Parce qu'il disait, les remplaçants, ils ont un rôle important. Je veux qu'ils soient impliqués. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai besoin d'eux, à partir du moment où ils rentrent 5, 10, 15, 20 minutes, il faut qu'ils soient capables de faire la différence. Alors, tu viens mondial particulier, tu fais 3 apparitions pendant ce mondial. Arabie Saoudite, Danemark et Paraguay, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Tu n'es plus utilisé sur la fin du tournoi et pourtant, tu signes à Marseille. Alors, on parle tous de Zizou, des Manu Petit, des De Saï, tout ça. Vous, les répercussions, en tant que membre du groupe, mais pas titulaire indiscutable, est-ce que les répercussions sur la carrière, elles sont si importantes? Le fait d'avoir été champion du monde? Ouais. Ah oui, bien sûr. Même si tu es en second plan, entre guillemets, même si tu es en second plan, c'est si important?
Ah mais non, c'est pas que c'est si important, mais c'est que le regard des gens a changé sur nous. Le regard des autres entraîneurs et des autres clubs ont évolué, quoi. Alors, D'accord. bien évidemment, Zizou a pris une place importante, Mm. mais là-dessus, il n'y avait aucun problème. Mais après, tu avais des joueurs comme Djorkaeff, comme De Sailly, Blanc, Lizarazu, enfin Thuram, je ne vais pas tous te les citer, Ouais, ouais. mais je pense que tous ces joueurs-là étaient capables, et à ce moment-là, ils jouaient dans les plus grands clubs européens. Oui. Donc, mais en fait, si tu veux, moi, je signe à Marseille, mais c'est pas le fait d'être champion du monde. C'est que si je signe à Marseille, c'est parce que déjà Roland Courbis, il me veut. Et en fait, l'aventure, elle commence comme ça, quoi. Parce qu'il m'a vu, il a vu ce que je faisais avec le SMS. Il a senti que en allant à Marseille, j'étais peut-être capable de franchir un palier. Et le fait de signer à Marseille, à l'OM, c'est pas parce que je suis champion du monde, mais c'est D'accord. parce que je suis très performant avec le FCMS. Et tu signes Oui. avant le mondial et c'est gardé sous scellé ou est-ce que tu signes effectivement après? Non, non, je signe juste après, mais disons que les discussions ont eu lieu entre les deux clubs, entre les deux présidents. À l'époque, c'était Robert Louis Dreyfus Ouais. toujours le bon vieux Carlo Molinari. Mhm. Mais Carlo, il ne voulait pas signer à l'OM. Pourquoi il ne voulait pas? Non, il ne voulait pas. Il me dit, je te connais, Robert, je sais comment tu es gentil. Tu ne peux pas aller à Marseille. Il m'a dit, ils vont te manger tout cru. Et moi, j'ai dit non, je veux aller à Marseille parce que j'ai besoin de cette folie un peu. Quand j'ai la folie, c'est le Vélodrome. Ouais, Et je me suis pas d'accord. trompé. Je me suis pas trompé. Je crois pas. Je crois pas que tu te sois trompé. Mais cela dit, tu sais, alors je sais pas comment tu le prends, mais je le rejoins dans ce qu'il dit. Le caractère qu'on voit de toi, c'est très lisse. Il n'y a pas de vague. Il n'y a jamais de coup de gueule vraiment dingue, comme certains peuvent être coutumés un petit peu du fait. Toi, c'est souvent lisse. L'OM, je dis pas que tous les mecs qui signent à l'OM sont dégueulasses. C'est pas du tout ce que je dis. C'est pas Attention à du ce tout que ce tu que je dis. Hein. dis. Attention à ce que tu dis. Ouais, c'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis quand même qu'on pense à des mecs qui ont un tempérament qui se voit à l'œil sans forcément qu'ils aient besoin de parler presque, tu vois. Et toi, en fait, ce tempérament, tu l'as, mais sans avoir à parler, sans avoir à l'étaler sur la place publique. J'ai été éduqué comme ça avec mes parents et après j'ai été formé à la Rémoise et à la Messine par rapport à ce style de jeu ou le caractère que je pouvais avoir. Alors bien sûr que avant d'aller à l'OM, je vois les joueurs qu'il y a. Mhm. C'est pas des joueurs tendres. Si tu veux, quand je te cite Dimeco, Carlos Mhm. Moser, Basile Boli, ce sont des joueurs importants, des joueurs très Ouais, bons, mais qui sont très durs sur ouais, l'homme. ouais. Et c'est vrai que par rapport à ce caractère que je peux avoir, c'est pour ça en fait que Carlo Molinari ne veut pas que j'aille à l'OM parce que en fait c'est un avertissement. Mhm. Mais en fait, j'ai pas peur de l'OM. Mais justement, je veux y aller parce que par rapport à ce que j'ai vécu sur les 6 années à Metz, peut-être que j'ai besoin de ça pour franchir un cap. L'adaptation à l'OM, elle est jamais facile. Toi, je regarde les stats, 41 matchs. Tes stats en but, tes passes décisives, ils sont là. Vous faites deuxième du championnat. Alors dis-moi, s'il y a un obstacle que tu as connu, c'est quoi? Un obstacle, aucun. Déjà, je signe dans un grand club qui a une forte réputation où où il y a une pression énorme, mais Mhm. énorme. Et on me l'a fait comprendre à mon premier entraînement. Je sors du vestiaire, je vais sur le terrain avec Florian Maurice, donc on commence à s'échauffer. Bon, là, bien sûr, il y avait tous les supporters qui étaient là, qui nous regardaient, et puis t'en as un qui crie Oh Pires, ici t'es pas à Metz, t'as intérêt à te bouger le comme ça. Et Flo Maurice, il me dit Bienvenue à Marseille. Donc, non, j'ai pas connu de vrais obstacles. Et aussi parce que certainement l'équipe qui avait autour de moi, elle était forte, elle était puissante. Mhm. Ouais, Aussi. ouais. Ça, pour moi, ça a eu un rôle important et notamment le fait d'avoir un joueur comme Laurent Blanc autour de toi, dans ton entourage, je peux te dire que ça t'aide beaucoup. Comment il t'aide justement? Il te prend sous son aile un petit peu quand tu arrives à l'OM? Un petit peu, ouais. Mais si tu veux, ce qui est marrant, c'est que ce soit lui et aussi Didier Deschamps en équipe de France, c'est ce qui s'est passé, quoi. Tu vois? Ouais. Alors, bien sûr, on avait un décalage au niveau de l'âge, mais je sais pas, Lolo, quand il a su que je venais à Marseille, il était content, il m'a pris un peu sous son aile, il m'a protégé lui aussi, il m'a dirigé. Au-delà de l'adaptation personnelle, est-ce que sur le plan du foot, ce qu'on te demande de faire est différent de ce qu'on te demandait à Metz? Et si c'est le cas, en quoi c'était différent? Ouais.
Ben, je rigole parce que je suis en train de penser à mon arrivée et ce que me dit Roland Courbis, quoi. Alors, Ouais. si tu veux, ça fait 6 ans que je joue sur le côté gauche, ailier gauche, comme on dit. Et là, d'un coup, il me dit non, tu vas rejouer numéro 10 derrière Flo Maurice. Et moi, je lui dis, mais Roland, t'as pas vu ce que j'ai fait à Metz? J'étais ailier gauche. Il me dit non, 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 non. Si je t'ai pris, c'est pour jouer meneur de jeu. Et là, en fait, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Et en fait, son idée, c'était de jouer Flo Maurice, côté droit, Fabrizio Ravanelli, Christophe Dugarry, côté gauche, moi, meneur de jeu, et deux derrière moi, Daniel Bravo et Eric Roy. Ouais. Ce qui m'a aidé, ce qui m'a sauvé, c'est en fait ma formation à la Rémoise. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Ah ouais. Parce que j'étais formé en tant que numéro 10. C'est pour ça que j'ai pas eu de temps d'adaptation. C'est pour ça que ça a été vite, en fait. Tout se passe bien, on l'a dit. Les stats, elles suivent. Les résultats du club suivent. Il y a même cette finale de C3. Alors ça, tu m'en parles un peu parce que je me suis replongé dans votre finale. J'ai regardé un petit peu le résumé. Et je vois qu'en face, il y a Crespo, Chiesa, Véron, Thuram. J'ai dit, bon, ils ont perdu, mais ça va. C'était pas des peintres en face. Est-ce que c'est à ça que ça se joue? Est-ce que c'est simplement, parce que tu me dis vous avez une équipe forte, mais est-ce que c'est simplement qu'en face, c'est trop fort? Sur cette rencontre, oui, ils sont plus forts que nous. Ouais. C'était pour moi l'une des plus belles équipes en Europe. Ouais. Et de loin. Alors, ça fait chier d'arriver en finale et de perdre comme ça 3-0, mais en fait, quand tu vois le résumé, c'est que, bon, bah, malheureusement, enfin, pour nous, il y avait rien à dire et surtout, il n'y avait rien à faire. Je voulais te parler de cette finale parce que je trouve que dans la suite de l'histoire à l'OM, elle est importante. On l'a dit, cette saison-là, vous faites deuxième et vous faites en finale de Coupe d'Europe. Donc, Ouais. c'est pas la Champions, c'est quand même une finale de Coupe d'Europe. Aujourd'hui, je crois pas que beaucoup de gens cracheraient dessus. Et derrière, on a l'impression que ça s'écroule un peu. Pourtant, le groupe, il change pas de manière révolutionnaire. Il y a des mouvements, mais c'est pas non plus complètement dingue. Le coach reste le même. Donc, vous avez des certitudes, vous avez des bases solides. Pourquoi est-ce que ça se casse la gueule derrière? Tout simplement par rapport à un élément, à un joueur qui nous quitte. Laurent Blanc. C'est vrai, ça se joue à lui. Comme quoi, parfois, un joueur a beaucoup d'importance. Aussi, cette relation qu'il avait avec l'entraîneur et nous, les joueurs, parce que Ouais. c'était notre capitaine, et puis parce que Lolo, c'était notre leader. Et quand tu perds un joueur comme ça, en fait, tout s'écroule. Et la preuve, c'est que tout est parti en cacahuète, quoi. Tout, tout, tout. On a pratiquement explosé en plein vol, quoi. Cette Vas-y. saison-là, on joue la relégation, hein. On joue le Ouais. maintien avec Nancy. Donc Ouais. c'est pour ça que je te dis que son départ, pour nous, il a été catastrophique. Toi, quand tu as signé à l'OM, tu te vois rester là un moment ou pas? Bah oui, j'ai signé 7 ans à ce moment-là. L'histoire, c'est que l'OM finit 15e. Vous avez galéré, vous jouez le maintien avec Nancy. Derrière, toi, tu n'es plus là, mais il y a l'OM qui galère pendant des années à revenir au top niveau. Ça fait des 9e places, bref, c'est un peu dans le ventre mou, ça galère beaucoup. À quel moment et comment, toi, l'idée de départ, elle vient dans ta tête? Alors que tu t'es engagé pour 7 ans et qu'au final, tu fais 2 ans. L'idée vient en janvier 2000. Parce que je sens que ça va être dur, je sens que ça va être compliqué. Et surtout, je sens que c'est très, très électrique. Entre nous, les joueurs, et le public. Et si tu veux, quand tu joues au Vélodrome et que tu as le public, ton propre public contre toi, je peux dire, comme on dit souvent, c'est que le ballon, c'est une boule de feu, hein. Ah ouais, tu sais plus jouer au foot. Je sais qu'à ce moment-là, Arsène Wenger et Arsenal sont sur mon dos. Ils sont déjà entrés en contact avec toi à ce moment-là? Ils sont déjà en contact avec moi. Robert Louis Dreyfus le sait. Et je lui demande si j'ai la possibilité de partir, est-ce que je peux partir? Il me faut juste votre feu vert. Et il me dit, écoute, je sais que tu as signé un long contrat, mais si en juin, tu as un club qui te veut, je te laisse partir. Donc j'ai pris l'initiative aussi de vouloir finir la saison avec l'OM. Mais je savais que ça allait être compliqué, hein, honnêtement. Mais j'ai pris le risque de jouer les 5 derniers mois sous haute tension, vraiment. Ouais. Et pourquoi il a ce discours-là alors que tu fais partie des joueurs importants du collectif? Parce qu'il sent que c'est compliqué pour le club. Et que aussi, il faut le dire, c'est que je suis une valeur marchande et que s'il peut me vendre à Arsenal à un certain prix, Ouais.
il va pas s'en priver. Parle-moi de cette période-là, parce qu'on a parlé des moments sympas, mais il y a aussi des moments compliqués. Parle-moi un peu de cette période-là, parce qu'il y a l'enjeu équipe de France, il y a l'environnement Marseille qui est compliqué quand ça va pas. C'est vraiment compliqué quand ça va pas. Comment toi, tu gères cette période-là? Comment je la gère du mieux possible, hein. C'est pas si évident que ça, quoi, parce que pour les gens qui ne savent pas, quand tu vas à la commanderie, tu n'as qu'un chemin et tu es obligé parfois de croiser les supporters. Bon, tu as des supporters qui sont bien et tu as d'autres qui te mettent une pression énorme. Tu es obligé de vivre avec ça, quoi. Et en plus, j'ai pris la responsabilité de jouer et de continuer, de finir la saison avec l'OM. Alors que je pouvais partir à Lens, hein, en janvier. Et ça, malgré ça, ils ont pas il n'y a pas une attitude un peu, il n'y a pas de la gratitude un peu justement du fait que tu refuses de partir. Parce qu'on te dit, quand tu arrives, le supporter, il te dit, il va falloir te bouger le cul. Pour le coup, tu fais partie de ceux qui se bougent le cul, qui auraient pu partir et éviter les problèmes. Finalement, tu restes. Il n'y a pas une gratitude un petit peu vis-à-vis. Non, mais vis-à-vis de moi, attention, les supporters de l'OM, ils ont toujours été bien, ils ont toujours été corrects, hein, encore aujourd'hui. Hein. D'accord. Aujourd'hui, non, là-dessus, il y a aucun problème. Quand je retourne à l'OM aujourd'hui, enfin, surtout au Vélodrome, les gens, ils savent, ils n'ont pas oublié ce que j'ai fait. D'accord. Et la plupart d'entre eux me disent, en tout cas, bravo pour le courage d'être resté jusqu'au bout, quoi. Bon, il y a la fin de saison qui est compliquée, mais du coup, il y a un peu ce bol d'air frais, c'est l'Euro avec l'équipe de France. Alors, la transition entre 98 et 2000, comment elle est pour toi? Est-ce que ton statut au sein de l'équipe de France, il a évolué? Non, pas du tout. Il repart sur les mêmes bases. Roger Lemaire repart sur les mêmes bases, sur la même préparation, sur la même ossature. Je pense, hein, après on lui posera la question, mais il sent que cette équipe elle est capable de gagner l'Euro. Donc c'est pour ça qu'il ne veut pas trop chambouler son effectif. Ouais. Et encore une fois, pareil, il a suivi le même chemin, il a eu pratiquement le même discours. En tout cas, sur un plan personnel, il me parlait beaucoup. Ouais. Toi, il n'y a pas de frustration par rapport au fait que ton rôle en club et ton évolution de carrière, ça continue en pic, mais qu'en équipe de France, tu sois toujours au même niveau? Il n'y a pas de frustration? Non, il n'y en a aucune. Mais le problème, c'est que celui qui va râler, c'est qu'il n'a pas vu en face de lui Zidane ou Djorkaeff. Je suis en concurrence avec Christophe Dugarry. C'est pas un peintre, hein, non plus. Non. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, attention. Non, mais c'est pas un peintre. On parle, attention, je le dis souvent, on parle de l'équipe de France, là, on ne parle pas du club. Mais si le joueur, comme tu dis, a envie d'ouvrir sa bouche parce qu'il est remplaçant ou parce qu'il estime qu'il mérite de jouer, c'est qu'il n'a rien compris. Vraiment. Et quand tu es remplaçant, il faut que tu te sentes concerné. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacquet et avec le maire. Moi, je l'ai accepté en me disant, OK, chacun son rôle, tout simplement. Du coup, Arsenal, est-ce qu'au moment où tu rentres dans cet euro-là, tu sais que c'est acté avec Arsenal parce que les contacts avaient déjà eu lieu avant? Non, pas vraiment, parce qu'il y a deux autres clubs qui rentrent dans la danse, comme on dit souvent. Parlez-moi des deux autres clubs parce que je ne suis pas au courant. Real Madrid, Juventus, des petits clubs de quartier, ouais. De quartier. Et comment ça se passe alors? Dis-moi comment tu fais ton choix. Parle-moi un peu. Très compliqué. Très dur. Je me doute. Parce que normalement, je prends la direction d'Arsenal dès le départ. Mais le problème, c'est que il y a le Real qui arrive. Ils sont hyper chauds parce que ils veulent que je joue à gauche et de l'autre côté, qu'il y ait Luis Figo. Je me souviens, attention, c'est que j'étais tellement proche de signer à Madrid que j'avais fait la photo avec le maillot et il me l'avait collé dans le journal AS. En disant c'est pratiquement fait. Ok. Mais le truc c'est que et ce qui a été important encore une fois, c'est le rôle d'Arsène Wenger. Il m'a dit écoute, je vais perdre Marc Overmars qui va partir à Barcelone. Donc le seul joueur qui est capable ou susceptible de le remplacer, c'est toi. Je pense que ça a été une question de fidélité par rapport à ce qui s'était passé 5 mois avant. Tu vois ou pas? Parce qu'en janvier, il me voulait. Ouais. Et moi, j'ai dit non, je reste encore 5 mois à Marseille et on verra ce qui se passera. Mais je reste. Et après, je viendrai chez vous. Mais le problème, c'est que Madrid rentre. C'est un peu chamboulé ce que j'avais prévu, mais au final, j'ai décidé de prendre la direction de Londres. Mais quand même, Arsenal, quand tu compares au Real Madrid, en termes de hiérarchie européenne, en termes d'histoire, en termes de carrière pour toi, ça ne suffit pas à te convaincre pour y aller. Alors qu'on te dit que tu seras titulaire. On te dit quand même, tu seras à gauche, à droite, c'est Figo. Donc, dans le discours, tu es titulaire au Real Madrid quand même. Ce que j'avais connu à Marseille, je n'avais pas envie de le connaître de nouveau à Madrid parce que Madrid, je connaissais un peu l'environnement.
Ouais. Alors, attention, je ne choisis pas la facilité. Hein, parce que Non. les gens me disent… Non, parce que j'ai déjà entendu ça. Donc, parce que les gens pensent que de partir à Arsenal et en Angleterre, c'est facile. Entre guillemets, c'est facile. Je fais confiance à Arsène Wenger parce qu'il me veut absolument. Mais vraiment absolument. Et en fait, il ne lâche pas l'affaire. Donc, tu choisis de signer dans un petit club de Londres. Je respecte. Il y a… Le plus grand club de Londres. Attention à ce que tu vas dire. Oui, qui ne dispute pas la Ligue des Champions. Alors, du coup, on poursuit. Tu as quand même, toi, des racines espagnoles. Est-ce que du côté de la famille, il y avait quand même une influence. Robert, qu'est-ce que tu fais En fait, c'est ma mère qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne vas pas en Espagne? Elle m'a pas dit, pourquoi tu ne vas pas à Madrid, hein. Elle m'a dit, pourquoi tu ne vas pas en Espagne? Mais ça va dans le sens de… J'ai eu Gaël Clichy dans l'émission qui m'a dit, Robert, s'il avait voulu, il aurait été le David Beckham français. Ouf. Il me dit mot pour mot. C'est un beau compliment quand même. Je pense que je suis meilleur que Beckham. T'es meilleur, t'es plus beau, t'as tout de plus. Non, plus beau, je sais pas, mais meilleur, oui. Quand je pense Robert Pires et que je vois encore ce que tu as fait, je pense que tu peux être une légende fois plus XXX plus si tu décides d'être un peu plus marketing. Pourquoi est-ce que tu n'es pas plus marketing alors que je sens que tu as eu des possibilités? Je ne suis pas marketing parce qu'à la base, je suis un footballeur professionnel et que mon envie et que mon ambition, c'est de gagner le maximum de trophées avec les clubs. Parce qu'en fait, tu es à fond sur le foot, quoi. Et oui, mon rôle, c'est d'être performant et je suis payé pour ça. J'ai jamais été un produit marketing, hein. Alors, de temps en temps, j'ai fait quelques pubs. Non, mais quelques temps, j'ai fait des pubs et c'était sympa à faire, hein, mais je crache pas dessus. Hein. Mais pour moi, mon obsession, c'est d'être le meilleur et d'être le plus performant possible sur le terrain. Mais moi, ce que je voulais, non, c'est cette reconnaissance de dire « Ah, Pires, finalement, c'était un bon footballeur. » Tu vois ou pas? Ouais. Pour moi, c'est plus important, bien sûr. Et voilà, tout le monde, ça s'arrête aujourd'hui pour cette première partie. On se retrouve dès la semaine prochaine avec la deuxième partie, l'épisode 2 sur Robert Pires. Et vous allez voir, on va parler d'Arsenal, on va parler d'Arsène Wenger, de Domenech, plein de choses passionnantes. On se retrouve très vite. À la semaine prochaine. Ciao.